Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité ce mardi. Nous allons parler du Niger où il ne fait pas bon être chef traditionnel dans l'ouest du pays. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. 5 chefs traditionnels ont été tués en 3 jours par des djihadistes présumés dans le sud-ouest du Niger, près de la frontière malienne, dans la région de Tillabéri, en proie aux attaques djihadistes. C'est ce qu'ont indiqué samedi à des journalistes, un député et des villageois. 5 chefs de village de la région de Tillabéri donc ont été tués entre jeudi et ce samedi par des hommes armés. Ils les ont assassinés aussitôt qu'ils les ont enlevés. C'est ce qu'explique donc un député de Tillabéri, sous couvert de l'anonymat. Des villageois ont confirmé donc les propos de ce député. Mamadou Diouf, s'en prendre à des chefs traditionnels, est-ce que c'est coutumier chez les djihadistes? Ils le font parfois, mais s'en prendre à autant de chefs traditionnels sur une période aussi courte, c'est plutôt rare. Mais il faut bien comprendre qu'au niveau du Niger, la chefferie traditionnelle est encore une chefferie influente, surtout dans ces zones-là. Puisque dans ces zones, vous avez des Touaregs, vous avez des Peuls, vous avez également des Zerma, des Songhai, et chaque communauté a pratiquement son chef, et ce chef a une certaine influence sur la communauté. Assez souvent, ce que les terroristes font, c'est d'amener ces chefs à collaborer avec eux. Parce qu'ils ont besoin du village pour se ravitailler, ils ont besoin de passer par le village. Et une des analyses que l'on fait, c'est que peut-être dans cette zone actuellement, les chefs sont en train de se rebeller en refusant de collaborer et ils sont en train de payer le prix de ce refus de collaborer avec le groupe État islamique au Grand Sahara, qui est le groupe que l'on retrouve le plus dans cette zone. L'autre hypothèse, c'est que certainement, c'est des chefs qui sont plutôt en train de collaborer avec ces opérations que l'on est en train de mener dans la zone actuellement, après toutes ces tueries au niveau du Mali et du Burkina, pour essayer de mettre à mal les terroristes. Et de façon générale, ces gens n'hésitent pas, quand ils savent que quelqu'un a collaboré avec l'autorité contre eux, à revenir kidnapper et tuer la personne. Une façon de sanctionner et de dire aux autres, en quelque sorte, voilà ce qui vous attend si vous osez collaborer contre nous. Est-ce qu'on est au niveau de Tillabéri dans des zones où les djihadistes règnent en maître? On ne peut pas dire règne en maître, mais ils sont présents. Parce que c'est la zone de prédilection de l'État islamique au Grand Sahara. En 2017, c'est là-bas, en octobre, qu'ils avaient tué les 4 militaires américains. Ce qui avait révélé la présence, d'ailleurs, des militaires américains au niveau du Niger, qui avait fait scandale au niveau des États-Unis. Donc, ce n'est pas une présence qui date d'hier. Certaines de ces régions sont à 25 km de la frontière avec le Mali. Et de l'autre côté de la frontière, vous avez la même situation d'instabilité avec également des groupes terroristes qui sont au niveau de la zone. Et de façon générale, ce n'est pas une zone de stabilité parce que c'est une zone de trafic en tout genre. C'est une zone également qui est remplie de groupes d'autodéfense, puisque c'est des zones où il y a le moins d'États possible. Le plus souvent, les populations sont obligées de se regrouper autour du chef local et à partir du chef local de voir comment organiser la résistance de la zone contre les terroristes, contre les trafiquants, quand l'État n'est pas là pour défendre les populations. Est-ce qu'on est quand même dans des zones où la présence militaire n'est pas remarquable? Elle n'est pas remarquable, elle est plutôt passagère. C'est tout le problème. Parce que les Américains, quand ils ont été attaqués, ce n'étaient pas des gens qui s'étaient installés, c'était une patrouille qui était juste de passage et les gens en ont profité pour faire un guet-apens et il y a eu plusieurs morts. Si vous partez de l'autre côté du Mali, c'est la même chose. Il y avait des points avancés, mais comme tout le monde le sait, le gouvernement malien a fini par préférer même de retirer ces points en pensant que ces militaires étaient éloignés du centre, très exposés. Leur envoyer un renfort était extrêmement difficile en cas d'attaque. Et quand vous allez du côté du Niger, c'est la même chose. Les gens font plutôt des ratissages, mais vous n'avez pas de garnison extraordinaire dans la zone pouvant faire face à ce genre de menaces. On sait également qu'il y a quelques jours, un autre chef a été arrêté par les autorités qui le soupçonnaient de collaborer avec les djihadistes. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est des zones où les gens sont dans un dilemme. L'État n'est pas réellement présent
pour protéger les populations. Les djihadistes, eux, c'est leur système. Ils viennent vous dire, vous restez dans ce que vous êtes, mais laissez-nous passer, ne donnez pas l'indication de notre présence parce qu'ils ont besoin de se cacher. C'est pourquoi on parle de guerre asymétrique. Ils ne sont pas là dans un camp militaire comme ils peuvent venir trouver l'armée en sachant que l'armée est dans tel camp militaire pour bombarder. Ils préfèrent se disperser, se cacher et se regrouper à un certain moment pour agir et puis se disperser à nouveau. Donc, ils essaient souvent de faire en sorte que, à défaut de pouvoir avoir le chef de leur côté, au moins que le chef ne fasse pas de signalement par rapport à leurs actions et par rapport à leur présence. Et ça met les chefs dans un dilemme parce que quand c'est avec l'État, voilà qu'on arrête un chef parce qu'on considère qu'il collabore avec les djihadistes. À la limite, c'est tant mieux. Parce que quand c'est les djihadistes qui se disent que ce chef-là est en train de collaborer sur leur dos, ce ne sera pas une arrestation seulement comme on le voit le plus souvent. C'est quelqu'un qui est kidnappé et qu'on retrouve après assassiné. Mais est-ce que ce n'est pas quand même une situation, c'est-à-dire le meurtre de ces chefs, une situation qui risque de les retourner plutôt dans le camp des djihadistes? Il y a les deux risques ici. Ça peut amener les gens à retourner dans le camp des djihadistes parce qu'on se dit, bon, puisque l'État ne peut pas me protéger, autant voir comment collaborer avec ceux-là et puis avoir la vie sauve. Mais ça peut susciter également une indignation au niveau des populations pour que les populations se disent, comme on l'a vu au Burkina dans la région du BAM, quand on a tué les populations, les gens se sont levés. Bien avant que le président burkinabé ne dise qu'il va falloir qu'on recrute des volontaires, les gens se sont levés comme volontaires. On a demandé à chaque village d'envoyer 10 jeunes hommes bien costauds, qu'on les entraîne et qu'on se prépare pour pouvoir se défendre nous-mêmes, puisque l'État n'est pas là pour nous défendre. Donc les deux hypothèses sont possibles dans ce genre de situation. En fonction de l'indignation des populations de la zone, elles peuvent en arriver à se dire, si l'État n'est pas capable de nous défendre, prenons nous-mêmes nos responsabilités pour nous défendre. On l'a vu au Nigeria également contre Boko Haram. Donc, ça veut dire que dans cette zone-là, on a plus ou moins une sorte d'organisation des populations pour s'autodéfendre? Il y a presque cela parce que la chefferie au Niger, surtout dans ces zones, que ce soit la chefferie Touareg, que ce soit la chefferie chez les Hermas, c'est une chefferie qui est encore restée une chefferie influente avec tout ce qu'il y a là comme structuration. Moi, je me rappelle, je suis allé une fois dans ces zones, on devait juger un conflit dans un couple. Le chef m'a demandé de juger parce que le chef dans ces zones est un mélange de tradition et de religion. Et ça aussi, ça dérange les djihadistes, puisque les djihadistes veulent se présenter comme l'autorité de la religion. Alors que là-bas, quand on dit le chef traditionnel, ça n'a rien à voir avec le chef traditionnel ancestral. C'est une sorte de sultan. C'est un chef traditionnel, mais qui est très lié à la religion musulmane. Le cas dont je parle, quand il fallait juger, il m'a dit de juger. Je lui ai dit, mais comment je vais juger? Je ne peux pas juger. Il me dit, non, quand on juge, c'est le droit musulman qu'on utilise. Donc, en tant qu'étranger, je venais d'arriver, je suis tombé sur le cas. C'était à moi de juger le cas. Donc, bien qu'on parle de chefferie traditionnelle, il y a un lien avec la religion. Et ce lien-là dérange les djihadistes parce qu'ils veulent s'implanter comme étant les autorités au niveau de la religion, alors que c'est celui-là qui est reconnu, c'est celui-là qui a une influence pour parler au nom de la religion. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause et après on reçoit l'invité de ce jour.